Le monde a nourri de nombreux espoirs après la chute du mur de Berlin. Un vent altruiste souffle alors sur l'humanité, mais juste l'instant de la défrontiérisation. Amplifié par les nouvelles techniques de l'information et de la communication. C'était sans compter avec les effets pervers de la mondialisation, dont certains marqueurs ont fini par compromettre de manière significative le destin serein du monde, pris dans la turbulence d'une insécurité multiforme. À côté du dérèglement climatique, le terrorisme tient aujourd'hui une bonne place dans ces menaces qui se sont systématiquement globalisées. Le Proche-Orient, le Moyen-Orient et l'Afrique sont certes des poudrières visibles sans que pour autant les puissances traditionnelles n'aient pu constituer un bouclier absolu. En réalité, les nouvelles menaces, aussi pernicieuses qu'insidieuses, ont démontré qu'elles ne connaissaient aucune frontière et qu'elles pouvaient remettre à plat la notion de vulnérabilité. Comme par un tropisme suspect, ces menaces se sont également orientées sur le Cameroun, qui par sa position géographique constitue un verrou stratégique pour les pays de l'Hinterland, de la sous-région d'Afrique centrale, mais aussi une sorte d'amortisseur de repliques sismiques provenant de la zone sahélienne. Mais sans la résilience du Cameroun, la mouvance terroriste aurait certainement fait jonction avec le second arc que constitue la zone somalienne avec le groupe terroriste Al-Shabaab. Le Cameroun a su faire face à ces menaces au prix d'énormes sacrifices consentis par les forces de défense qui ont fait prévaloir des qualités morales exceptionnelles. Ce sens élevé de patriotisme s'est également manifesté au sein de comités de vigilance rejoints par les contribuables qui soutiennent un effort de guerre non négligeable. Ainsi se manifeste le concept de défense camerounais qui se traduit par la défense populaire. Au moment où des doutes interpellent certains, le sang versé chaque jour par nos soldats devrait nous parler pour la noble cause de la liberté et de l'intégrité territoriale, car un peuple uni est invincible. Le sang de ces braves soldats tombés sur le champ d'honneur, sur la route du devoir, ce sang nous parle, il nous interpelle et nous invite tous, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, à réveiller notre conscience civique et patriotique, à nous souder davantage autour de ces trois couleurs que nous avons choisies en toute solidarité et souveraineté. La convergence des menaces qui s'abattent sur le Cameroun pose plusieurs questions, tant celles-ci se sont succédées comme dans l'intention manifeste d'étirer les zones chrysogènes pour disperser les efforts. Les militaires, dans leur jargon, parlent d'élongation. Après une accalmie relative au lendemain de l'accord de Green Tree, qui confirmait la souveraineté de la presqu'île de Bakassi au Cameroun, une décennie s'est pratiquement écoulée avant que ne se déclenche la guerre contre Boko Haram. C'est en effet le 17 mai 2014, depuis le palais de l'Élysée en France, que le chef de l'État, chef des armées, va déclarer la guerre aux terroristes de Boko Haram, ayant délibérément exporté ses attaques sur le Cameroun qui n'avait pourtant rien à voir avec la guerre qu'il menait contre l'armée fédérale nigériane depuis un moment. La guerre au départ contre Boko Haram, contrairement à ce que l'imaginaire populaire a souvent pensé, n'était pas une guerre asymétrique, mais une guerre symétrique avec des attaques frontales et massives. Boko Haram, qui gardait l'initiative de l'offensive, pouvait alors frapper de partout avec des moyens conséquents. L'armée camerounaise devait contenir toute seule la menace. Sur tout son front nord-est, de la localité de Mabas au sud jusqu'aux îles de Ili Halifa au nord. L'armée camerounaise payera un lourd tribut pour préserver l'intégrité territoriale. Mais grâce à son professionnalisme,
et a une lecture stratégique pertinente, tant au niveau politique que militaire. Elle contraindra le groupe Boko Haram à abandonner ses prétentions et se plonger cette fois dans un combat asymétrique usant de perfidie, enfouissant des engins explosifs improvisés, multipliant des actions kamikazes. La peur avait changé de camp et cette posture conquérante de l'armée camerounaise va ressusciter une dynamique sous-régionale sous l'impulsion très remarquée du président Paul Biya et de ses pairs qui mettront sur pied une riposte collective sous la bannière de la force multinationale mixte. Le Cameroun aura à sa charge la conduite du premier secteur militaire de cette force. Les forces de défense vont dominer quasiment toutes les phases tactiques de ce conflit, harcelant et contraignant Boko Haram au retranchement. Quant à la coopération bilatérale avec l'armée nigériane, elle démontrera tout le bien fondé d'une mutualisation exemplaire, se traduisant par des services complémentaires et un échange d'informations sur le terrain. Un terrain marqué par son inhospitalité, aride en saison sèche, inondé en saison de pluie. Contre vents et marées, les soldats de la République vont lutter et défendre héroïquement la souveraineté du Cameroun. Grâce à un réseau lacunaire, la frontière est gardée sans idée de recul, avec des hommes au moral inoxydable, un moral revigoré par la descente sur le terrain de la hiérarchie. Pourquoi tu m'appelles? Mon papa n'est pas là, pourquoi tu m'appelles? Des militaires qui sont partis de leur cocon familial depuis belle lurette, mais la patrie d'abord. Rien n'altère l'abnégation des hommes, certains sont au front depuis le début de cette guerre et vont rendre visite sporadiquement à leur famille, au cours de brèves permissions, pour revenir en découdre avec l'ennemi. Grâce aux nouvelles techniques de l'information et de la communication, le contact n'est cependant pas coupé. Et c'est le côté rose de la guerre, une thérapie pour le moral. Tous les 3 mois, je bénéficie d'une permission de 20 jours pour les voir. Sinon, le reste du temps, c'est au téléphone. J'ai la chance d'avoir une épouse qui prend le relais pour garder l'équilibre de la famille. Quelque part dans l'arrière-pays, les familles jouent aussi leur rôle, surtout les épouses qui ont une place centrale. Je suis obligée d'être en même temps le papa et la maman des enfants, suivre les devoirs, aller à l'école, voir si ça va bien à l'école, s'ils sont malades, je dois être là. C'est pas évident avec mon travail. Les enfants ne sont pas en reste et pris en cœur. Certains comprennent même plus rapidement que d'autres adultes. Chacun a sa manière de gérer l'absence de papa. Il y en a qui sont tristes, il y en a qui, au contraire, quand ils voient les résultats de la télé, papa, oui, j'ai vu, il faut que tu tues. C'est vrai que pour les enfants, c'est un peu compliqué. On essaie de gérer ça à notre manière en tant que parents, mais c'est pas du tout facile. La prière nous permet de porter nos maris, de veiller sur eux, afin qu'ils nous reviennent sur les autres. Plusieurs militaires ont perdu des camarades au front. Des images qui reviennent comme dans un cauchemar et qui montrent toute la laideur de la guerre. Mais des images qui regonflent le moral et l'esprit patriotique de ces sentinelles de la nation. Vraiment, le sacrifice que j'ai fait, c'est vraiment nécessaire. C'est surtout pour eux qu'on combat. Parce que si aujourd'hui, si nous sommes au niveau de France, si ces gens-là arrivent à déborder, à passer ici, là, pour arriver, ça va arriver à l'intérieur du pays. Et là, ce sont nos familles qui sont vraiment touchées jusqu'à là-bas. Je pense surtout à ma famille, surtout le derrière, et à mes camarades qui ont eu à tomber pour préserver vraiment la paix dans le pays, sur le terrain. Cela me motive beaucoup plus. Les militaires s'adaptent et savent créer un environnement particulier dans leur zone de combat. Une zone dans laquelle ils doivent vivre en essayant de la rendre le plus possible moins hostile.
c'est l'adaptation. Chaque jour qui passe est un nouveau jour et l'on peut dire qu'à chaque jour suffit sa peine. Certains militaires ont été blessés, d'autres l'ont été à leur baptême de feu. Pour le commun des mortels, on pense qu'un jeune soldat n'est pas apte au combat. Mais en réalité, dès que la formation du soldat, du sous-officier ou de l'officier est probant dans un centre de formation ou une académie, celui-ci devient apte au combat. Je suis entré ici depuis le 1er janvier 2017, après avoir porté mon galon. C'est mon tout premier détachement ici à la mission. J'ai amené avec moi ici au combat 100 hommes, dont je commande 3 postes. Et pour un chef, moulé dans une excellente psychologie de commandement, la pire punition est celle d'abandonner ses hommes au combat. Suite à un échange avec l'ennemi, ils nous ont lancé une grenade. Et vous voyez, vous pouvez vous-même voir ma main. J'ai reçu des éclats de grenade. J'avais été évacué avec 5 de mes hommes. Ayant laissé mes hommes, j'ai décidé, après 3 semaines de traitement, de rejoindre mes hommes au combat. Et on continue, on ne va pas lâcher. La conduite d'une guerre est stratifiée. Son concept global est défini par le niveau politico-stratégique, celui de la conduite des opérations par le niveau stratégique. Le niveau opératif est l'échelon supérieur du terrain qui supervise toutes les unités tactiques. La planification des opérations est une entreprise complexe qui vise un effet final recherché partant d'une idée maîtresse. Le chef militaire doit discerner habilement quels sont ses facteurs de succès et savoir s'appuyer sur ses centres de gravité. Aujourd'hui, la guerre contre Boko Haram est pratiquement gagnée, même si l'extrême vigilance reste de mise. Les enjeux sont ailleurs et visent désormais les conditions d'un retour à la normalisation. Nos forces de défense et de sécurité ont donc pu ramener la menace Boko Haram au niveau aujourd'hui purement asymétrique. Quand je suis arrivé, j'ai mis en place le PC tactique conjoint avec un détachement mixte, armée de terre, gendarmerie et police. Ici, à Kolfata ce jour, le PC tactique lance un bouclage au petit matin dans une localité avoisinante. Plusieurs unités peuvent cohabiter dans la même zone, mais leurs actions sont toutes coordonnées pour éviter les méprises, c'est-à-dire des tirs contre les alliés. Sur un terrain truffé de mines, les patrouilles ne sont pas une partie de plaisir, surtout lorsqu'elles sont nocturnes. Les PKSV, véhicules de marque américaine, sont à l'épreuve de ces engins explosifs improvisés. Ils éclairent bien entendu les patrouilles. Le PC mixte a fait ses preuves. Le but de l'animation de cette emprise tactique est de redonner aux populations les espoirs visibles d'un retour au calme. On aurait du mal à désunir cette fusion entre l'armée et la nation qui, main dans la main, combattent un même ennemi. Dans ce climat d'étroite collaboration, où les forces de défense de la gendarmerie et de la police nationale ont désormais un rôle primordial à jouer, il s'agit de mettre tout en musique et par contre, avec des forces spéciales toujours en appui. On a procédé au bouclage et à l'issue de ce bouclage, on a interpellé environ 768 personnes, dont 318 hommes, 450 femmes. Le bataillon d'intervention rapide a quant à lui programmé dans la même journée une patrouille dans une zone suspecte désignée par des capteurs. Nous allons effectuer le premier tronçon, base de Kolofata, Bonadibon, en direction de Cordo. Ça suit? À tout moment, les troupes peuvent tomber dans une embuscade. Il faut être aux aguets et les lunettes de vision nocturne permettent de repérer d'éventuels Boko Haram. Des accrochages réguliers ont lieu dans cette zone, mais les nombreuses pertes infligées aux combattants de Boko Haram
par les forces de défense les dissuade de plus en plus à s'aventurer dans ces zones. Il est une nécessité de garder de bonnes relations avec les populations et de réaliser quelques actions à leur profit, telles que les soins, la distribution des denrées alimentaires et des produits de première nécessité, des fourrages d'eau. Ces actions sont connues sous le terme consacré des actions civilo-militaires. Au cours du mois de mars 2017, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, a mis à la disposition du commandement de la région militaire numéro 4 des moyens pour réaliser quelques besoins au profit des populations de Kolofata et des alentours. Les populations n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance à l'endroit du chef de l'État, chef des armées, et ont réitéré leur engagement patriotique pour la lutte contre Boko Haram à laquelle ils participent également. Nous avons eu à mener des bouclages et des ratissages dans presque tous les villages de Kolofata. Nous travaillons main dans la main avec les comités de vigilance qui sont bien sûr sous la supervision de l'autorité administrative. Voilà, on est très contents de notre présence. Nous sommes là, tous nos enfants qui étaient étrangers, ils sont arrivés à la maison, tout le monde. Voilà, nos Camerounais bien augmentés. Avant que c'est pas comme ça. Puisque pas de dormir. Les enfants manquent à l'école. Et les résultats de ces actions renforcent la coopération des populations qui sont d'une précieuse collaboration sur le terrain. On comprend alors difficilement les allégations qui fusent de certaines organisations internationales et nationales des droits de l'homme tendant à fustiger l'action de nos forces. Alors que sur le terrain, toutes les dispositions sont prises pour veiller aux règles de comportement et surveiller tout usage excessif de la force. Cela commence par l'action prévôtale et l'agent de la sécurité militaire qui accompagne les troupes au combat. La mise en place de l'état-major mixte conjointe que vous avez vu tout à l'heure, nous ne sommes pas là seulement pour la prévôter. Nous participons au bouclage, nous participons au ratissage sur le terrain. Bon à savoir, et à l'adresse des délateurs, le médecin ne fait aucune différence entre un militaire, un civil blessé et même un combattant de Boko Haram blessé. Un médecin ne fait pas de discrimination. Si on m'amène un blessé Boko Haram, je vais lui administrer son traitement. Il ne me revient pas de le juger. Mon travail, c'est de soigner les malades. Les prisonniers ont droit à un traitement humain et affrontent toutes les étapes prévues par le système judiciaire camerounais. Quant aux suspects, ils sont interpellés sur la base de renseignements vérifiables et concordants. Les allégations qui font florès semblent donc provenir d'élucubrations curieuses qui sont émises contre un pays qui ne cherche qu'à défendre son territoire et ses habitants. Ce sont des méthodes peu orthodoxes qui transforment curieusement les bourreaux en victimes. L'ennemi lui-même ne vient pas se livrer, l'ennemi vient en guerre, l'ennemi ouvre le feu sur les forces de défense. Or, les forces de défense ont pour mission et de protéger le territoire, de protéger le matériel que eux-mêmes ils utilisent et se protéger. Alors, à la réplique d'une ouverture de feu, un chef opérationnel ne doit pas demander qu'on réunisse les gens au palais de congrès pour voir dans quelle mesure il va intervenir. Il va faire la guerre. Et cette guerre obéit, n'est-ce pas, à une certaine réglementation à laquelle sont suffisamment préparées les forces de défense du Cameroun. Depuis que nous sommes au tribunal militaire, nous n'avons reçu aucune organisation non gouvernementale pour venir s'informer de la manière dont les procédures sont gérées au tribunal militaire. Nous connaissons deux types de décisions. Il n'y a pas que les décisions de condamnation. Il y a les décisions d'acquittement. Lorsque nous nous rendons compte, après l'instruction d'une affaire, qu'il n'existe pas d'éléments de culpabilité contre un accusé, nous l'acquittons.
Dans la guerre contre Boko Haram, le Cameroun s'est adapté dans une stratégie duale, associant les méthodes de la guerre rustique aux méthodes de la techno-guerre. Les forces de défense s'inscrivent aujourd'hui dans une logique offensive et anticipent les incursions de Boko Haram. Sous la bannière de la force multinationale et en parfaite coordination avec l'armée nigériane, il arrive que des opérations soient menées dans les fiefs des terroristes. Les moyens d'observation sont extrêmement poussés et associent aujourd'hui une technologie digne d'une armée moderne. Ces moyens permettent de mettre en œuvre des vecteurs d'observation en fonction des besoins du rayon d'action opérationnel. Il faut dire que très rares sont les pays africains qui, aujourd'hui, peuvent mettre en œuvre des drones de type Scan Eagle. Il faut comprendre que les capteurs technologiques qui font donc le grand volet de la technologie ne remplacent pas la source humaine, viennent comme un complément, comme une plus-value maintenant pour apporter la justesse dans la nature, le volume, l'attitude et la possibilité ou les possibilités que peut avoir l'ennemi. J'en veux pour preuve, pendant donc de 2014, date de déclenchement de la guerre, jusqu'à 2015, on est en posture défensive parce qu'en fonction des renseignements qu'on reçoit, nous nous organisons pour défendre le territoire camerounais. Mais avec l'arrivée de l'observation aérienne, c'est-à-dire les drones, on s'est donné une capacité d'aller chercher l'ennemi où il était, de comprendre ses modes d'action, de voir les couloirs d'infiltration et on s'est même donné le luxe de traverser la frontière. La guerre contre Boko Haram dans la zone de conflit de l'extrême nord se joue dès maintenant et davantage sur le plan sécuritaire. Ceci veut dire que la gendarmerie et la police nationale, les douanes, l'administration territoriale et le système judiciaire ont désormais un rôle plus incisif à jouer, toutefois sous l'œil vigilant des forces spécialisées. Dans les zones qui ont été stabilisées, où Boko Haram a été chassé par les forces de défense, eh bien, la population a tendance à revenir occuper leurs terres. Nous savons que Boko Haram a tendance à profiter du retour de ces populations pour s'infiltrer. La gendarmerie se sent donc interpellée parce qu'il faut détecter ces suspects au sein de la population. Les moyens logistiques mis en place ont été conséquents et appropriés grâce à la haute sollicitude du chef de l'État, chef des armées. Nos forces de défense ont une réelle capacité de flexibilité avec un format non seulement polymorphe, mais également grâce aux moyens de projection modulables qui permettent en même temps de travailler en zone rapprochée sur de longues distances et quelle que soit la nature de l'environnement. Nous avons été utilisés intensément. Les missions principales données par le Coméremia 4 étaient essentiellement les missions d'évacuation sanitaire, d'appui logistique, de transport de commandement, d'action civilo-militaire. Et dans ces différentes missions, vous verrez que l'environnement de travail n'est pas évident. Nous sommes dans une zone à un relief plat, extrêmement dégagé, où un ennemi embusqué peut facilement prendre possible notre hélicoptère M17. Les aéronefs ont effectué des milliers d'heures de vol dans le cadre de cette guerre. Une bonne partie de la logistique et des personnels ont été transportés par l'aviation de transport. Des équipages rompus qui ont tout vu. Vent de travers, tempête de sable, brouillard, cumulo-nimbus. Et derrière ces chevaliers du ciel, une maintenance toujours disponible. C'est un hélicoptère de manœuvre et il a aussi la capacité de se défendre avec les équipements d'armement dont il dispose. Les vecteurs de combat ne sont pas en reste. Sur le plan de la surveillance et de l'appui-feu, la base aérienne 301 de Garoua est un maillon essentiel qui sert accessoirement de dissuasion. Surtout que les zones de combat sont à quelques minutes de la portée des Alpha Jets qui sont toujours prêts à l'emploi. Depuis la sortie d'une patrouille d'Alpha Jet, le 26 octobre 2014 à Achigacha, l'on a bien senti
que la guerre contre Boko Haram avait alors pris une autre dimension. Quand l'avion intervient, l'avion fait mal. Et nous sommes soucieux des effets collatéraux. Donc on ne veut pas engager les avions n'importe comment. Quand le chef de l'État a pensé qu'il était le moment de faire engager la troisième dimension, ça a été fait. Et on a répondu présent ce jour-là. Et je pense que ce jour-là, le combat a pris une autre tournure. Ce n'est pas spécialement le feu qui fait l'effet, mais quand un combattant se rend compte qu'une menace peut arriver du ciel à tout moment, sans prévenir, dès ce moment touchant. Ce paysage fortement chrysogène n'a pas empêché que se développent d'autres menaces dans l'arrière-pays. Il a été au contraire curieux de voir avec quelle synchronie machiavélique les régions du nord, de l'est et du littoral allaient à leur tour faire face à certaines menaces insidieuses, sans s'attarder et se questionner sur le moment que certains choisirent en interne pour se livrer à des revendications irrédentistes accompagnées de violence. Au moment où soldats et membres de comités de vigilance tombaient sous l'éclat des mines et des bombes de kamikazes. Là aussi, il a fallu rétablir la paix. Si l'Est devra faire face aux rebelles de la crise centrafricaine et le littoral à la piraterie maritime classique et connue, la région du Nord, adossée directement à l'extrême nord, va servir de laboratoire d'alliances complexes et interlopes qui vont engendrer des actions conjuguées et enchevêtrées. Aucune menace n'agit finalement seule dans cette région, que ce soit la transhumance et ses effets pervers, ou le braconnage et les trafics illicites, la contrebande, sans occulter la menace terroriste, avec le glissement possible de terroristes de Boko Haram vers le sud, pourchassés dans les plus hautes latitudes par les forces de la coalition. Ces bergeries hostiles sont aussi des véritables défoliants, parce que le bétail ne supporte pas la cohabitation avec des félins. Donc c'est comme ça que les transhumants se muent maintenant eux-mêmes en braconniers pour pouvoir protéger leur peau. C'est la transhumance illicite contre, j'allais dire, des pertes énormes en termes de biodiversité, d'où notre action avec le volet des éco-gardes et d'où même l'opération très spécifique du BIR dans le parc national de Bénin. Deux zones de prédilection constituent la colonne vertébrale de cet environnement devenu visqueux. Pourtant, il était très peu probable de croire il y a encore 10 ans que le parc de Bobandjida ou le fleuve de la Benoué serait une convergence de mauvaises intentions. L'une des vertèbres part de ce milieu fluvial hostile à fort peuplement et qui permet de l'anonymat. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Pour tomber dans les aires protégées, Nari, qui est un exemple d'aire protégée, est adossé aux marais, disons les marais sud-ouest du lac Lato. L'autre vertèbre, c'est l'axe des transhumants, Ororo, parce qu'il faut le dire, qui sont des transhumants par essence transfrontaliers. Le paysage de prime abord est paradisiaque du côté de Bobandjida. Mais derrière cet environnement se cachent pourtant les transhumants qui innocemment regardent les patrouilles défiler, mais qui sont de véritables brigands au centre d'activités interlopes qu'ils génèrent astucieusement. Tous ces bergers, ceux qu'on a pu exploiter lorsqu'ils sont interpellés, ceux qui viennent généralement de Centrafrique et même du Tchad, la plupart sont porteurs d'armes de guerre. Au départ, ils vous disent que les armes de guerre acquises facilement, soit au Tchad, soit en RCA, leur servent de protection lors de leur déplacement. Mais une fois qu'ils sont à l'intérieur du Cameroun, quelle est la destination qui est faite de ces armes, ou l'usage? L'usage, c'est qu'on s'est rendu compte qu'ils se transforment en coupeurs de route, soit pour se ravitailler, soit ils les revendent à d'autres groupes qui opèrent déjà et qui continuent à disséminer l'insécurité. Nous rencontrons ici un troupeau de transhumants qui ne devrait pourtant pas se trouver à cet endroit. Ces animaux-ci, ils vont commencer maintenant à perdre
à l'intérieur du parc et en même temps à détruire tous ces arbustes qui en réalité constituent même la richesse du parc qu'on doit préserver. Ici aussi, nos forces de défense crapahutent, comme il se dit dans le jargon militaire. Les patrouilles pédestres se font souvent sous 50 degrés à l'ombre. Pourtant, il faut se camoufler dans cet équipement. La sueur perle à grosses gouttes sous le camouflage. Après chaque patrouille, un soldat perd sensiblement 2 kg de son poids. Que ne ferait-on pas pour protéger nos espèces? Chose curieuse, les militaires que l'imaginaire populaire range chez les brutes sont les plus sensibles à la conservation de cet environnement. Pour défendre, il faut d'abord aimer. Par les airs, inlassablement, les ultra-légers motorisés pilotés par les pilotes de la base n'ont que trop vu du haut les populations d'animaux décroître. Vu du bas également, ces soldats savent qu'il y a 3 ans, on rencontrait plus d'espèces, antilopes, élans de derby, babouins. Aujourd'hui, ils se rencontrent au petit bonheur la chance. Quid de la chasse sportive qui fait florès dans la zone, derrière le coup de feu fatal du long rifle qui amuse le chasseur venu en tourisme exotique, tombe souvent une proie mature de plus de 25 ans, juste pour un trophée. Moi je trouve anormal qu'on protège des éléphants, et des animaux, des élans de derby, des antilopes, et qu'il ait permis de chasse pour tuer ces animaux en un jour. Un animal qui a 20 ans, 15 ans, 10 ans, je ne sais pas que les verts durer les vies, mais qu'un chasseur vienne les tuer comme ça parce qu'il veut le trophée. Plus à l'est de Bobandjida, lac d'eau. Grande collecte des eaux. Un lac de rétention qui fournit de l'électricité à une bonne partie de la région septentrionale. En aval, le fleuve de la Benoué est navigable. Comme le général, commandant de la 3e région militaire, l'a souligné dans ce reportage, le lac et le fleuve de la Benoué sont devenus l'une des colonnes vertébrales d'une activité mafieuse où siègent désormais des populations apatrides qui se livrent au trafic de tout genre, grevant en fin de compte les pronostics de l'assiette fiscale de la région. Nous constatons une baisse d'activité due à ces activités illégales. Les opérations de fraude qui ont été décrites ont pris de l'ampleur. Nous avons le cric, je prends entre Bardaké et Lando. On signale qu'il y a près de 24 et il y a des déchargements de marchandises à ces niveaux. Nous qui avons la responsabilité de la surveillance, nous sommes totalement désarmés. Or, il y a le poids des objectifs en termes de recettes. L'heure n'est plus aux actions isolées. Il y a même des produits totalement prohibés. Le sucre, par exemple, pour le moment. Mais il y a des débarquements de sucre un peu partout. Parce que nous ne pouvons pas aller à ces zones-là. Nous sommes totalement désarmés. Sur le terrain, c'est un véritable jeu de cache-cache. Le détachement de la Marine nationale, chargé de surveiller ce plan d'eau, fait face chaque jour à l'ingéniosité diabolique des contrebandiers. Et la langue devient un atout majeur. Monte ici, passe par ici, mon type. Quand toi-même tu te vois là, tu le sens. Nous sommes en train de creuser ce renseignement vers le lac Rebouba. Donc là-bas, nous avons les Kanuri, nous avons les Djoukoun, nous avons les Hausa, qui passent par des routes cachées et qui se retrouvent là-bas dans un boyau, un réservoir même d'ailleurs, et qui se retrouvent là-bas, qui font le trafic des ossements. Dans cette région militaire qui s'étend jusqu'à l'Adamawa, et au regard de la nature de la menace, il y a véritablement lieu de s'entendre avec les populations locales. Nous avons l'obligation de tout mettre en œuvre pour d'abord
apporter le renseignement, sensibiliser la population pour apporter le renseignement nécessaire aux chefs militaires qui ont le savoir-faire et les populations ont la connaissance du terrain. La conjugaison des deux se ferait de nos actions des actions d'éclat et certainement à la fin le succès. Lorsque nous avons une information, nous essayons de recouper ces informations à travers le comportement du monsieur, à travers ses agissements, qu'est-ce qu'il fait. Si ces informations restent concordantes, c'est à ce moment que nous informons les chefs militaires pour que l'action soit déclenchée. D'ailleurs, les militaires le savent pertinemment. Ils savent quelle est la valeur de la population. Lors des manœuvres, il arrive qu'on offre des sacs de sucre, de riz aux chefs de village et aux lamidos même. Là, pendant la période du Ramadan, on fait quelques dons dans les mosquées, ce qui nous accorde quelques bénédictions également. Ça provient effectivement de notre stock personnel que nous mettons à la disposition de ces autorités traditionnelles et religieuses. Cette menace, on ne peut véritablement la vaincre qu'avec l'aide des populations. Parce qu'en fait, comme on le dit, qui gagne la population, ici, dans ce contexte, gagne la guerre. Loin de chez eux, mais aussi chez eux. Ici également, ces soldats luttent pour la patrie. Ils perdent des camarades, sont mutilés et pensent souvent aux êtres chers que le devoir sépare. J'étais de retour d'une patrouille de reconnaissance et nous avons fait un accident mortel où j'ai perdu deux élèves sous-officiers. J'ai pris des soins préliminaires et après on a eu tellement d'opérations. On avait une opération en cours qui est finie ce matin. Je n'ai pas vraiment eu le temps de suivre un traitement très approfondi. Mon épouse est d'ailleurs venue pour la circonstance, mais malheureusement elle est femme de militaire. Elle est bien coachée par ma mère qui est également femme de militaire, donc elle a pris le temps de comprendre le phénomène d'absence régulière et permanente, de longue absence permanente de son époux, donc elle le comprend bien. Elle sait que c'est pour une noble cause. Le travail à Garoua, c'est un peu pénible, surtout pour une femme, mais bon, on a choisi de porter la tenue, de servir notre pays, peu importe l'endroit, parce que Garoua c'est toujours le Cameroun. C'est vrai que la météo, il y a certaines conditions qui ne nous permettent pas de faire le travail, mais on se sert des coups depuis on travaille. Malgré que la famille, on est loin de la famille, mais on n'a pas le choix, on fait avec. Pour aux permissions, les chefs sont un peu rigoureux parce qu'il y a le travail, et il y a des menaces qui sortent de part et d'autre. Donc on est obligé de se soumettre au travail d'abord. C'est pas facile. Dans la zone littorale, la partie hauturière est tenue par la Marine nationale et la côte par le Bir-Côte. Ces deux forces agissent dans une action coordonnée qui se solde par des succès. La Marine nationale est dans ce sens un acteur de développement. C'est le bras séculier de l'action de l'État en mer. Son imposante flotte lui permet d'étendre la souveraineté du Cameroun à la limite de ses frontières maritimes. Elle s'est parfaitement intégrée dans tous les mécanismes de mutualisation des deux sous-régions d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Mais la deuxième région militaire ne couvre pas seulement le littoral. Elle couvre dans l'ensemble 4 secteurs militaires et veille dans le cadre de l'opération Émergence 2 à mesure de juguler les menaces qui peuvent être générées par une zone à forte densité démographique et à fort potentiel économique. 3 menaces à la RMA, bien que le calme soit précaire. Les menaces sur le plan d'eau, avec les terroristes, avec les pirates de mer. Menaces le long des frontières, avec quelques fuyards terroristes qui fuient de l'autre côté de la partie septentrionale, qui cherchent à rentrer de ce côté pour pouvoir se réorganiser. Et dans l'interland, nous avons des crises sociales, socio-politiques, aussi bien
dans le nord-ouest et dans le sud-ouest que nous contenons bien. La région du littoral, qui est le poumon de l'économie du Cameroun, doit être sanctuarisée. La zone côtière connaît également son lot d'attrition. Le BIR y patrouille sans relâche pour resserrer davantage le maillage et mettre la main sur tous les petits trafics qui peuvent prendre forme dans les criques des berges du Vouri et toutes les eaux fluviales qui se déversent dans la mer. Il suffirait d'abandonner cette zone pour qu'elle devienne le quartier général de la criminalité. Les trafiquants de tous bords écument ces eaux en se gardant de rencontrer les justiciers de la mer. Car lorsque le contact se fait, il y aura toujours des perdants du côté des flibustiers. Tenez, la patrouille de ce jour a fait mouche. Bilan des trafiquants arraisonnés qui ont résisté pendant une longue poursuite. On trouve de la drogue, une arme à feu, une machette bien dissimulée sous les encombres de l'embarcation. Des arguments qui ne sont pas destinés à la pêche aux sardines. Et plus au nord, Bakassi, une presqu'île défendue par les Camerounais de toutes les souches. Ils y ont laissé la vie venant de leur sud natal, du nord, du centre, du nord-ouest, du sud-ouest, de l'ouest, de la Damawa, de l'extrême nord, de l'est et du littoral. Tout comme ces héros qui ont offert leur vie pour la patrie de manière altruiste, pour la liberté et l'intégrité territoriale. Ici, toutes les criques ont une histoire. Toutes les houles ont une sérénade. Les mangroves parlent et racontent l'histoire de ces héros morts pour protéger une portion de sable. Ces militaires qui encadrent une population désormais plus sereine à leur côté connaissent également l'histoire de ce roman. La souveraineté du Cameroun sur cette presqu'île ne garantit pas cependant une paix automatique. Il faut la conquérir au jour le jour, tant ici également, l'espace est immense et le milieu inhospitalier. Depuis les accords de Green Tree, on a cessé d'avoir en face une armée régulière, mais il y a eu des résidus de grands bandits dans l'intérieur des criques. Il y a eu à un moment les Bakassi Freedom Fighters, les African Marine Commando, mais qui en fait étaient des groupes prédateurs qui s'enrichissaient sur le dos des pêcheurs, des passagers et des habitants. Je puis vous assurer qu'à ce moment, ces groupes sont en dessous de 5% de leur potentiel. La souveraineté maritime du Cameroun ne se limite pas seulement à cette zone, car un peu plus à l'ouest se situe le champ pétrolifère offshore, surveillé et produit par nos hommes. Tout ce qui bouge sur la mer doit être contrôlé au peigne fin. Les enjeux économiques de cette zone ne sont plus à relever. Le système de surveillance et d'intervention mis en place par nos forces dissuade tout aventurier qui aurait perdu le cap. Les militaires montrent leur parfaite organisation. Ce groupement est chargé de la sécurisation du champ pétrolifère Rue del Ré en liaison avec les autres intervenants. Et quand nous disons intervenants ici, nous avons d'abord la Marine nationale. Nous avons un système de patrouille et intervention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque la patrouille sort, l'autre officier, le Golfe 3, se tient prêt en alerte avec d'autres moyens pour intervenir au profit de la patrouille qui est sortie. Ça veut dire que nous avons un système de patrouille et d'intervention. Et lorsque la patrouille va et revient sans aucun incident, on demande le dispositif d'alerte et tout le monde revient à bord. Il existe tout de même des moments de plaisir sur cette côte paradisiaque de l'océan Atlantique. Des torchères, des puits, au lever de soleil, vue de la barge du Bir, ou du spectacle d'une patrouille de dauphins qui font partie de l'escorte alliée des forces de défense de la côte. C'est la population qui est notre centre de gravité.
nous réalisons cette mission par une combinaison d'actions de renseignement, d'actions de surveillance électromagnétique avec les radars, les drones, les patrouilles aériennes et bien entendu la surveillance des renseignements d'origine humaine. Les capteurs qui sont placés disséminés dans l'ensemble de la zone d'action. Et je dois dire dans ce cadre-là que notre force, nous mettons sur la santé des populations qui sont soignées gratuitement sur toutes nos bases. Je voudrais également citer l'éducation et l'adduction en eau des populations qui sont environnantes. Le seul dénominateur commun de la maîtrise par nos forces de tous ces espaces hautement chrysogènes est la professionnalisation, qui est l'un des 3 piliers de la réforme mise en œuvre par le chef des armées. Tous les métiers pointus sont maîtrisés par les nationaux. À l'école de plongée d'Idenao, le cran des hommes est tout simplement arrogant. Il ne s'agit pas d'un film de James Bond, mais de militaires qui ont mis leur audace au service de la nation. Une partie de nos personnels que nous formons ici, qui sont des palmeurs, sont principalement employés à la compagnie des palmeurs de combat. Ce sont ces personnels-là qui sont efficaces pour tout ce qui est de la lutte contre la piraterie maritime et même de la lutte contre les trafics illégaux en mer, tels que la pêche illicite. Ce sont ces personnels qu'on envoie généralement pour faire les fouilles à bord des bateaux. Et maintenant, une partie de ce personnel aussi peut être affectée au niveau des forces de surface, je veux dire des bâtiments de la Marine nationale. Les personnels qui seront non affectés au niveau des forces de surface sont des personnels qui seront chargés de faire les équipes de visite pour ce que nous appelons en termes purement tactiques, les personnels, les clients coopérants. C'est-à-dire, si nous avons une enquête de pavillon à faire sur un bateau et que le bateau accepte de recevoir cette enquête de pavillon, le personnel que nous avons formé, que nous avons mis à disposition des forces de surface, ce seront eux qui seront chargés d'effectuer la fouille de fond en comble de ce bateau. À côté de cela, nous avons aussi des clients qui sont généralement non coopérants, ou pour pouvoir faire une intervention à bord de leur bateau, nous avons besoin de faire usage de force. C'est à ce moment-là que nous allons laisser les équipes de visite conventionnelles et nous intéresser plutôt, on fera plutôt appel aux personnels qui ont une formation un peu plus spécifique, qui sont à la compagnie des palmeurs de combat. Et ce sont ces personnels-là qui vont aller vers ces clients qui généralement sont soit des pirates, soit des gens qui font de la pêche illicite et qui refusent tout contact avec l'administration camerounaise. Il ne faut pas occulter que parallèlement à ces missions de défense, l'armée s'implique corps et âme dans les actions de développement, de protection civile, de santé publique et de sécurité des personnes et des biens. Le génie militaire accumule ses prouesses au compte du génie civil et pour ne citer que son dernier fait d'armes, il a été désigné pour la réalisation de la route Mora-Dabanga-Kousséri. L'action du Corps national de sapeurs-pompiers, tant dans la prévention que dans l'intervention, ne se démontre plus. La santé militaire est devenue un véritable partenaire stratégique de la santé publique grâce à la multiplication des structures de santé dans les garnisons qui accueillent sans discrimination patients civils et militaires. Enfin, la gendarmerie nationale est restée imperturbable dans sa lutte contre la criminalité et le maintien de l'ordre public. Une armée qui s'investit également dans le maintien de la paix, malgré une sollicitation tendue sur le plan national. En République centrafricaine, les éléments du contingent camerounais sont irréprochables. Cela part d'une bonne formation dans l'ensemble, notamment dans le domaine des droits de l'homme. Il ne faut pourtant pas grand-chose pour contenter ces hommes qui sont prêts à donner leur vie pour la patrie. Leur satisfaction, leur entière satisfaction et leur fierté sont tout simplement celles de recevoir le moindre signe de reconnaissance de la nation. Et le haut commandement a toujours su mesurer le sens élevé de leur
engagement.